l'échelle macroscopique. Alors, quand on va faire de la LBM, en fait, on va décider d'adopter une autre approche, un autre paradigme qui est basé sur une représentation cinétique du fluide, où en fait, on va changer d'échelle, on va se placer à l'échelle mésoscopique et on va représenter le fluide par des petits volumes delta V qui sont constitués de petites particules se déplaçant à une vitesse microscopique xi. Donc, on a une variable supplémentaire pour étudier le fluide qui est la variable des vitesses, qui est xi. Et avec cette variable, on va en fait essayer de représenter le fluide, non pas par les champs macroscopiques précédents, dont je vous ai parlé précédemment, mais par une fonction de distribution, f, qui va dépendre de x, xi et t, et qui va être liée à la densité de probabilité de présence de particules localisées au point x de l'espace à l'instant t, et se déplaçant à une vitesse microscopique xi. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de cette fonction de distribution, on peut redéfinir les champs macroscopiques d'intérêt en calculant ce qu'on appelle les moments de la fonction de distribution. Donc, notamment, le champ de densité ρ peut être défini comme le moment d'ordre 0, donc c'est l'intégrale de f sur l'ensemble des vitesses microscopiques. De la même manière, on peut définir la vitesse comme liée à la vitesse des particules pondérées par la densité de probabilité, par la fonction de distribution f. Et de la même manière, on peut définir l'énergie totale comme le moment d'ordre 2 de la fonction de distribution. Et alors, cette fonction de distribution, elle va obéir non pas aux équations de Navier-Stokes, mais à une autre équation d'évolution, qui est l'équation de Boltzmann. Et on peut montrer, en effectuant ce qu'on appelle un développement de Chapman-Enskog, que les équations de Navier-Stokes ne sont rien d'autre qu'une certaine limite hydrodynamique de l'équation de Boltzmann. Donc, autrement dit, si on décide d'essayer de résoudre l'équation de Boltzmann pour certains fluides, ben, on va en fait, à l'échelle macroscopique, résoudre le même comportement que le comportement donné par les équations de Navier-Stokes. Et donc, le but de la LBM va être de résoudre une certaine forme de l'équation de Boltzmann. Donc, je vous présente ici une forme très simplifiée de l'équation de Boltzmann, où on a en fait deux termes bien distincts, donc qui vont représenter l'évolution de la fonction de distribution f. Donc, on a à gauche un terme d'advection, donc les fonctions de distribution vont être advectées à la vitesse microscopique xi. Et à droite, on a un terme qu'on appelle le terme de collision, donc qui va qui va viser à modéliser les collisions qui vont avoir lieu entre les différentes particules du fluide. Et je l'ai ici modélisé par un opérateur BGK, donc qui est un opérateur très simplifié pour les collisions, qui vont constituer une relaxation avec un temps de relaxation taux des fonctions de distribution vers une fonction de distribution à l'équilibre dont on connaît la forme explicite, mais que je ne vous détaille pas ici pour vous simplifier la forme des équations. Donc ensuite, la première étape pour construire un schéma lattice-Boltzmann à partir de cette équation de Boltzmann va être de discrétiser l'espace des vitesses. Alors cela se fait via une quadrature, donc généralement on utilise ce qu'on appelle une quadrature de Gauss-Hermite, et on va discrétiser les vitesses sur un lattice. Donc ici, je vous montre deux exemples de lattices. Donc c'est des réseaux de vitesses discrètes. Un réseau qu'on appelle le D3Q19 à 19 vitesses en 3 dimensions, et un lattice D2Q9 à 9 vitesses en 2 dimensions. Et donc, à partir de là, on obtient ce qu'on appelle l'équation de Boltzmann à vitesse discrète, que je vais appeler la DVBE durant ma présentation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut cette fois-ci redéfinir les champs macroscopiques d'intérêt comme des moments calculés par des sommes sur les vitesses discrètes du lattice. Et enfin, la dernière étape de construction du schéma, c'est une étape qui est plus traditionnelle en simulation numérique, c'est de discrétiser l'espace et le temps pour obtenir un schéma d'avancement temporel qui est la LBM, donc la méthode Lattice-Boltzmann, qui est en fait une méthode explicite d'ordre 2 en espace et en temps, et qui peut être décomposée en deux étapes distinctes. Donc par similarité avec l'équation de Boltzmann, on peut la décomposer en une étape de collision, donc qui est le terme de droite, et une étape de streaming, une étape d'advection des fonctions de distribution sur un maillage cartésien. Alors cette méthode, elle a de nombreux avantages aujourd'hui dans un cadre aéronautique. Donc ici, je vais vous citer les trois principaux avantages pour l'aéronautique. Donc le premier avantage, c'est que c'est une méthode qui est simple à coder. Donc le schéma numérique est très simple et très facilement parallélisable. Elle est basée sur des maillages cartésiens, donc ce qui nous permet de prendre en compte de manière relativement simple la complexité des géométries par des approches de type inverse boundary. Et c'est une approche qui est faiblement dissipative, donc ce qui va être notamment très intéressant pour des simulations de type aéroacoustique.
Mais alors l'objectif de ma présentation, enfin je vais m'arrêter ici sur les avantages parce que le but de ma présentation, c'est pas vraiment de vous vendre la méthode, mais c'est plutôt d'insister sur les limites de la méthode LBM qu'on appelle la méthode standard. Donc c'est la méthode que je vous ai présentée dans mes précédentes planches, qui est en fait limitée aux écoulements isothermes et faiblement compressibles. Alors en fait, cette restriction aux écoulements isothermes faiblement compressibles, elle peut être a priori due à deux types d'erreurs bien distinctes. Donc, dans un premier temps, on a effectué ce qu'on peut appeler des erreurs de modélisation, lorsqu'on a décidé de réduire l'espace des vitesses pour passer de l'équation de Boltzmann à la DVBE. Et on a également des erreurs plus classiques, qui sont des erreurs numériques lors de la discrétisation spatio-temporelle du schéma numérique LBM. Donc, dans ma présentation, on va s'intéresser en fait à ces deux types d'erreurs et essayer de comprendre en quoi elles peuvent être responsables de problématiques numériques qu'on observe dans les simulations LBM. Donc ici, je vais vous présenter deux types d'erreurs numériques qu'on rencontre dans des simulations isothermes en LBM et qui vont en fait constituer en quelque sorte le fil conducteur de ma présentation. Donc, dans un premier temps, les erreurs classiques que l'on observe sont des erreurs de stabilité numérique. Donc, le meilleur exemple ici pour vous les illustrer est d'effectuer un cas de simulation de convection de vortex dans une boîte périodique. Et on voit que si le vortex est stable lorsqu'il est convecté à Mach égale 0,1, il devient très rapidement instable lorsque l'on convecte à un Mach plus élevé, donc ici égal à 0,3. Le deuxième exemple d'erreur numérique que je vais vous présenter, c'est la génération de bruits parasites aux transitions de résolution. Puisque donc en LBM, on utilise des maillages cartésiens avec des boîtes de raffinement. Et donc ici, je vous présente un cas de convection du même type de vortex lorsque ce vortex va traverser une transition entre un maillage uniforme fin et un maillage uniforme grossier, où les mailles sont 2 fois plus grosses que dans le maillage fin. Alors en fait, on voit qu'initialement, on a une onde acoustique qui est émise, qui est issue du vortex. Alors cette onde n'est pas très, très embêtante. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que lorsque le vortex va traverser la transition, il va émettre une forte, du bruit parasite qui va polluer l'ensemble du domaine de calcul. Et ce vortex va également être déformé par sa traversée à la transition de résolution. Donc, dans ma présentation, je vais essayer de vous montrer comment les analyses linéaires du type von Neumann peuvent être utiles pour prédire ces deux types de problématiques numériques, expliquer leurs origines et également proposer des solutions pour résoudre ces deux types de problèmes numériques. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter les analyses linéaires de la DVBE afin de vous montrer quelles sont les erreurs de modélisation que l'on fait lorsqu'on réduit l'espace des vitesses. Pour ensuite vous présenter les analyses linéaires de la LBM, donc le schéma après discrétisation spatio-temporelle. Et enfin, je vais vous présenter un autre type de modèle d'Altis-Boltzmann qui s'appelle les modèles régularisés, qui visent à résoudre certains des problèmes dont je vous ai parlé ici. Alors, dans un premier temps, je vais vous présenter donc les analyses linéaires de la DVBE. Donc, je vous présente ici donc, la forme de la DVBE, donc c'est l'équation de Boltzmann à vitesse discrète. On va s'intéresser à cette équation sur un lattice D2Q9, donc c'est un lattice à 9 vitesses. Donc en fait, la DVBE, c'est ici un set de 9 équations qui va régir l'évolution des fonctions de distribution FI, ici, donc l'indice I allant de 1 à 9. Alors en fait, une première chose qu'on peut voir lorsqu'on s'intéresse à cette équation, c'est que l'équilibre ici, que je ne vous ai pas explicité, c'est une fonction d'équilibre qui dépend des champs macroscopiques que sont la densité et la vitesse, et c'est un terme non linéaire en fonction de ces champs macroscopiques. Donc pour effectuer des analyses linéaires, il faut dans un premier temps linéariser les équations. Donc ici, c'est ce qui est fait très classiquement. Et ce qui est original, c'est qu'on linéarise ici les fonctions de distribution, donc des fonctions à échelle mésoscopique, où on va décomposer ces fonctions de distribution comme des fonctions de distribution moyennes en espace et en temps, plus des petites perturbations qui sont supposées petites devant ces fonctions de distribution moyennes. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que c'est ce qui est très classique dans les analyses de von Neumann, c'est qu'on va chercher des solutions sous la forme d'ondes planes monochromatiques du type f' égale f chapeau fois exponentielle i kx moins oméga t, ou alors dans le cadre d'analyse temporelle, k c'est un nombre d'ondes qui est réel et oméga c'est la pulsation de l'onde qui est complexe, sachant que la partie réelle de oméga va caractériser la propagation de l'onde et sa partie imaginaire va caractériser l'amplification de l'onde. Donc avec ces conventions, en fait, si la partie imaginaire est positive, l'onde va être amplifiée, ce qui va nous permettre de mettre en évidence des instabilités dans le calcul. Alors finalement, si on injecte ce type d'onde dans les équations linéaires qu'on obtient,
on obtient ce qu'on appelle la relation de dispersion, donc qui est une relation matricielle du type oméga f égale mf, où en fait oméga donc, sont rien d'autre que les valeurs propres de la matrice M qui est représentative de l'avancement temporel des équations. En fait, ici, ce que je présente ici, ce n'est pas nouveau puisque ce sont en fait exactement les analyses de von Neumann, donc les analyses de von Neumann qui ont été appliquées pour la première fois dans un contexte LBM par Sterling et Chen en 1996. Alors, je vais présenter ici les résultats qu'on obtient pour l'analyse de la DVBE sur un lattice D2Q9 à un nombre de Mach de l'écoulement moyen, puisque la matrice M ici va en fait dépendre explicitement du nombre de Mach du champ moyen. Et je vais vous montrer ce qu'on obtient pour un lattice à 9 vitesses. Donc, en fait, lorsqu'on résout ce système, on obtient 9 valeurs propres. Et je trace ici ce qu'on appelle des courbes de propagation et d'atténuation des différentes ondes qu'on obtient. Donc, c'est-à-dire que je trace la partie réelle de oméga ici en fonction de k, et sur la courbe de droite, c'est la partie imaginaire de oméga en fonction de k. Donc, si on s'intéresse dans un premier temps à la courbe de gauche, la courbe de propagation, on observe qu'on a effectivement 9 modes, puisqu'on a 9 valeurs propres du système qui est de dimension 9, puisqu'on a 9 équations sur le lattice des 2Q9. Et parmi ces 9 modes, on s'aperçoit qu'on a 3 modes qui correspondent parfaitement aux modes issus des analyses des équations de Navier-Stokes isothermes, c'est-à-dire les modes acoustiques de pente U plus C en bleu ici, de pente U moins C en vert ici, et une onde de cisaillement qui est de pente U qui est en rouge ici. Donc en fait, on peut ici clairement identifier deux types de modes. Donc on a des modes qu'on appelle les modes hydrodynamiques, qui sont les modes qui sont superposés aux modes de Navier-Stokes, et on a 6 modes supplémentaires, et c'est ces modes-là qu'on va appeler les modes non hydrodynamiques. Donc ce sont les modes qui ne sont pas prévus par les équations de Navier-Stokes. Et si on regarde maintenant la courbe de droite, donc qui est la courbe d'amplification temporelle, on s'aperçoit que les 3 modes hydrodynamiques sont très proches des 3 ondes Navier-Stokes qui, elles, sont toutes les 3 dissipées de la même manière. Elles sont très proches, mais on a un léger écart, une légère antidissipation par rapport aux ondes théoriques. Et on remarque aussi que les 6 ondes non hydrodynamiques sont complètement atténuées puisqu'elles ne sont pas présentées ici sur la figure. Alors ensuite, une des questions que l'on s'est posées était de savoir quelle était l'information qui est transportée, qui est portée par ces modes non hydrodynamiques. Donc en gros, qu'est-ce qu'ils représentent physiquement dans les équations. Donc pour cela, en fait, on s'est rendu compte que lorsque l'on effectue les analyses linéaires, en général, on ne s'intéresse qu'aux valeurs propres du système oméga et on ne s'intéresse pas aux valeurs propres, qui sont donc les valeurs propres aux vecteurs propres, aux vecteurs propres f, qui contiennent l'information physique qui va être transportée par les ondes. Donc on a en fait décidé dans un premier temps de considérer un vecteur propre de cette analyse. Donc pour une valeur propre donnée, on considère le vecteur propre. Et on va dans un premier temps essayer de s'intéresser à la quantité macroscopique qui est transportée par ce vecteur propre. Et pour cela, il faut calculer le moment du vecteur propre. Donc on prend le vecteur propre, on calcule la somme des fonctions de distribution, on obtient la densité qui est transportée par ce vecteur propre. Et si on calcule le moment d'ordre 1, on obtient les vitesses, le champ de vitesse qui est transporté par ce vecteur propre. Pour finalement obtenir ce qu'on appelle un vecteur de fluctuation macroscopique, que j'ai noté V ici, qui va être le vecteur de ces fluctuations de densité et de vitesse. Alors ensuite, il y a 2 cas de figure. Donc soit ce vecteur est rigoureusement nul, alors ça signifie que le mode considéré, le vecteur propre considéré, ne transporte absolument aucune information macroscopique. Donc ce type de mode, on les a appelés des modes non observables puisqu'on ne les observe pas à l'échelle macroscopique. Et dans le deuxième cas de figure, si V est non nul, donc si le vecteur des fluctuations macroscopiques est non nul, cela veut dire que le vecteur propre a une projection sur les quantités macroscopiques d'intérêt, et ce vecteur, on peut alors le décomposer comme une combinaison linéaire des vecteurs propres physiques issus des équations de Navier-Stokes. Donc les vecteurs propres acoustiques, U plus C, U moins C, et le vecteur propre de cisaillement. Et enfin, s'il existe un coefficient, donc alpha i, parmi cette décomposition, qui est supérieur à un seuil qu'on a décidé de fixer à 0,99, alors cela veut dire que le vecteur propre considéré transporte plus de 99% de l'information d'une onde physique, donc pourra être identifié comme le mode macroscopique transportant ce type d'onde physique. Et sinon, eh bien, ce vecteur propre va en fait transporter une combinaison linéaire de ces 3 ondes physiques.
Alors, ce type d'analyse étendue a été proposé dans un papier qui a été accepté dans le Journal of Computational Physics en 2019. Et je vous présente ici donc les résultats qui ont été obtenus sur l'analyse de la DVBE, donc dans les mêmes conditions que précédemment. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que les 3 modes physiques transportent bien les bonnes quantités, donc les quantités acoustiques U plus C, U moins C et les quantités de cisaillement. Et les 6 modes non hydrodynamiques sont non observables, donc c'est-à-dire qu'ils ne transportent absolument aucune information macroscopique. Alors ensuite, on s'est intéressé, enfin, on peut s'intéresser plus particulièrement à ce problème d'antidissipation qu'on a ici. Et donc, on observe que si l'on augmente le nombre de Mach de l'écoulement moyen, donc si on passe un nombre de Mach égal à 0,5, on observe que l'antidissipation est amplifiée, donc on s'écarte un peu plus de la théorie Navier-Stokes. Et en fait, il s'agit ici d'une erreur qui est bien connue dans le monde lattice-Boltzmann, qu'on appelle l'erreur en Mach au cube, et qui est en fait une erreur issue de la restriction de l'espace des vitesses sur un lattice des 2Q9. Donc, en fait, on n'a pas assez de vitesse pour représenter toute la richesse des équations de Navier-Stokes, et donc on a cette erreur en Mach au cube qui va se voir ici comme une dissipation négative de toutes les ondes physiques. Alors, on peut ensuite s'amuser à augmenter encore le nombre de Mach. Donc ici, je suis monté un nombre de Mach égal à 0,8. Et on s'aperçoit que l'onde acoustique U plus C devient cette fois-ci instable à cause de cette erreur en Mach. Et on peut en fait faire des petits calculs à la main, faire une étude analytique de ce genre de système pour démontrer mathématiquement que le nombre de Mach critique d'apparition des instabilités dans ces équations est rigoureusement égal à racine de 3 moins 1, qui vaut approximativement 0,732. Donc ça, c'est un résultat qui a été publié dans un papier dans JFM l'année dernière. Et donc, en conclusion de ces petites analyses sur la DVBE, on a vu que sur les lattices standards, donc là, je vous ai présenté le cas du D2Q9, mais en fait, sur ce qu'on appelle les lattices standards à stencil très faible, donc à réseau de vitesse relativement réduit, on a une limite en stabilité en termes de nombre de Mach qui peut être mise en évidence, donc qui est rigoureusement égale à 0,732 et qui est en fait due aux erreurs de modélisation lorsque l'on passe de l'équation de Boltzmann à l'ADVBE, donc issue de la discrétisation de l'espace des vitesses. Alors, quelques solutions peuvent être proposées pour s'affranchir de cette erreur en Mach. Donc, l'une des solutions, c'est naturellement d'ajouter plus de vitesse. Et une solution qui est plus souvent retenue euh, dans des codes industriels, ça va être de rajouter un terme correctif dans la DVBE, donc en ajoutant en termes sources dans les équations, pour corriger ce type d'erreur. Et c'est notamment ce qui a été proposé dans un papier de Feng en 2019. Et ce qu'il faut retenir ici, dans le cadre de ma présentation, c'est qu'on a vu qu'il existe des modes non hydrodynamiques, mais ils ne sont pas problématiques puisqu'ils ne transportent pas de quantité macroscopique et ils sont très largement dissipés dans les équations. Donc ici, en fait, rien ne peut expliquer les 2 problèmes dont je vous ai parlé en introduction, donc à savoir le problème de stabilité à Mach égale 0,3 et le problème de bruit parasite qui est généré lorsque le vortex va traverser une transition de résolution. Alors, pour essayer de mieux comprendre ces problèmes, il est maintenant nécessaire d'effectuer des analyses du schéma numérique LBM, donc qui prend cette fois-ci en compte les erreurs numériques de discrétisation spatio-temporelle. Alors, je vous présente ici donc, le schéma LBM. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un schéma explicite précis au second ordre en temps et en espace, avec l'opérateur de type BGK. Donc ici encore, on va l'appliquer sur un lattice D2Q9 et on va faire exactement le même type d'analyse que précédemment, donc que pour la DV2, sur ce type d'équation, ce qui va nous donner ici encore l'apparition de 9 valeurs propres dans le système, et donc 9 modes. Alors je vous présente ici les courbes de propagation et d'atténuation qu'on obtient à un nombre de Mach de l'écoulement moyen égal à 0, donc pour un écoulement moyen au repos. Et alors ici, il y aurait énormément de choses à commenter sur ces courbes, mais je vais dans un premier temps principalement m'intéresser aux courbes de propagation. Et on voit qu'on a, comme tout à l'heure, 3 ondes physiques, donc qui sont très proches des ondes de Navier-Stokes, et 3 modes, 6 modes non hydrodynamiques qui sont, de manière surprenante, décalés à pi. Donc à l'origine, ici, on a un décalage, un shift à pi de ces modes non hydrodynamiques. Et ce qui est surprenant également, c'est qu'on peut voir que certains de ces modes non hydrodynamiques peuvent transporter une information macroscopique qui est non physique. Donc, notamment ici, on a 2 modes
ici et ici, en rouge, qui vont transporter une information de cisaillement qui n'est pas attendue par les équations de Navier-Stokes. Et ce qu'on peut voir également sur la courbe d'amplification, c'est que, contrairement à précédemment, ces modes ne sont plus complètement dissipés, mais ils sont présents, et ils sont même moins atténués que les modes physiques lorsqu'on va être sous-résolu, c'est-à-dire lorsque le nombre d'ondes K va être proche de pi. Donc ici, on peut voir que les modes non hydrodynamiques peuvent être problématiques dans une simulation LBM. Alors, je vais ici maintenant m'intéresser plus particulièrement à ces modes en rouge, donc les modes transportant du cisaillement, donc sachant qu'on a ici un mode physique, qui est le mode de cisaillement, et deux modes non hydrodynamiques. Donc on peut en fait, dans une simulation LBM, décider d'initialiser une onde. Ici, j'ai initialisé une onde de cisaillement donc par une gaussienne de vitesse UY. Et donc, je laisse cette gaussienne évoluer au cours du temps, donc dans un écoulement au repos. Et on va s'apercevoir qu'on a deux modes qui vont être propagés vers la droite et vers la gauche, qui sont exactement donc, ces deux modes non hydrodynamiques que l'on voit sur les analyses de stabilité. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ces modes non hydrodynamiques ont une amplitude qui s'inverse à chaque itération, ce qui est dû au fait que la partie réelle de oméga est très proche de pi. Donc, ce qui va nous donner une phase très proche de pi, donc qui s'inverse à chaque itération. On peut maintenant reproduire exactement le même type de simulation sur un maillage fin en amont d'une transition d'un maillage grossier. Donc on va s'apercevoir qu'on a ici immédiatement la génération de ces deux modes non hydrodynamiques. Et ce que l'on peut voir, c'est que lorsque le mode non hydrodynamique va traverser la transition, il va être très largement amplifié et va se projeter sur d'autres quantités physiques et va être réfléchi en partie. Une partie va être transmise, mais il va être en grande partie amplifié, donc ce qui va polluer l'ensemble du domaine de calcul. Donc on peut voir ici que ces modes non hydrodynamiques sont à l'origine de plusieurs phénomènes parasites lorsqu'ils traversent la transition. Et donc ça, c'est un résultat qui a été publié dans un article paru dans JCP l'année dernière, donc qui a été écrit par Thomas Astoul, qui était thésard au Surfax. Et si maintenant on repart sur le cas du vortex, donc qui va traverser cette même transition de résolution, eh bien, on peut mettre en évidence la génération. Donc, lors de l'initialisation du vortex, on peut mettre en évidence la génération de ces mêmes types de modes non hydrodynamiques, qui sont ici mis en évidence par ce qu'on a appelé un senseur des modes non hydrodynamiques. Et on s'aperçoit que lorsque ces modes non hydrodynamiques vont traverser la transition, on aura la formation de vorticité parasite qui va contribuer à une très forte déformation du vortex au passage de la transition. Alors ici, c'est un phénomène que je vous montre sur la vorticité, mais on a exactement le même type de phénomène sur l'acoustique. Donc si on avait regardé la divergence de U, par exemple, on aurait vu la formation d'ondes parasites acoustiques issues de la traversée du vortex, la traversée de la transition de résolution. Alors maintenant, je vais revenir sur le cas de problème de stabilité du vortex au nombre de Mach égal à 0,3. Et pour ce faire, je vous montre ici une analyse linéaire qui est effectuée donc à un champ moyen, pour un champ moyen à un Mach égal à 0,3 et pour des ondes qui se déplacent le long de la direction X. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a ici aucune instabilité qui est mise en évidence par cette analyse. Donc en fait, pour essayer de mettre en évidence les instabilités qu'on a vues sur le vortex, il est maintenant nécessaire d'effectuer des analyses dans toutes les directions. Donc pas uniquement les ondes qui se propagent dans la direction X, mais également les ondes qui se propagent dans les diagonales et dans les directions transverses. Alors pour ce faire, je vous présente ici une carte de stabilité, c'est-à-dire une carte de valeur maximale de coefficient d'amplification, oméga i, pour tous les nombres d'ondes possibles, kx et ky, allant de 0 à pi, sachant que pi, c'est la limite imposée par le théorème de Nicush-Shannon, qui correspond à une onde qui est discrétisée par 2 points par longueur d'onde. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que sur presque toute la totalité du spectre, la valeur maximale est négative, sauf dans certaines bulles d'instabilité, ici, que j'ai tracées en rouge, pour lesquelles le coefficient d'amplification va être positif, donc ce qui va conduire à des instabilités, des phénomènes qui vont croître au cours du temps.
Alors, si maintenant on revient au cas du vortex, donc juste au moment d'apparition de ces instabilités, on voit que ce type d'instabilité sont vraiment des instabilités haute fréquence, dont on peut extraire les quantités donc, en densité ou en vitesse pour en faire une transformée de Fourier suivant l'axe x et y, et ce qui va nous permettre de retrouver exactement donc, deux pics, ici en bleu et en rouge, donc suivant la direction de l'analyse, ce qui va nous permettre de montrer que l'instabilité sur le cas du vortex est tout à fait due à ces bulles d'instabilité ici, qui avaient été mises en évidence dans l'analyse de stabilité linéaire. Donc ici, les analyses de stabilité linéaire peuvent tout à fait prédire les instabilités numériques qui sont vues dans le cas du vortex. Alors ensuite, on s'est posé la question, enfin on s'est demandé quelle était l'origine de toutes ces bulles d'instabilité qui apparaissent en certains points du spectre en kx, ky. Alors pour mieux identifier ces bulles, ce qu'on peut faire, c'est tracer une coupe le long du spectre qui passe par la croix ici, donc qui représente l'amplification qui cause les instabilités du cas du vortex. Et si je trace maintenant les courbes de propagation et d'amplification le long de cette courbe, on va s'apercevoir qu'on aura un phénomène de couplage de modes qui va apparaître entre les modes physiques, notamment ici entre le mode acoustique, U plus C, et un des modes non hydrodynamiques, qui va correspondre ici à une dégénérescence de la partie réelle de la valeur propre, et qui va exactement correspondre à une amplification d'un des modes et une atténuation très forte d'un des modes, donc qui va être responsable de l'apparition de la bulle d'instabilité qu'on a vue sur le spectre. Et donc, en fait, on peut généraliser cela sur tout le spectre. Donc, on a identifié toutes les instabilités comme étant causées par ce genre d'interactions modales qui apparaissent entre des modes physiques et des modes non hydrodynamiques, et qui sont tout à fait caractéristiques en fait, des systèmes couplés de manière générale. Et donc, en conclusion ici, ces collisions, ce qu'on appelle des collisions de valeurs propres, sont responsables des instabilités très fortes qu'on observe sur le spectre de l'analyse du modèle BGK. Alors donc, en conclusion principale de ces analyses sur la LBM, le schéma LBM, on a vu qu'on a cette fois-ci des modes non hydrodynamiques qui ont une contribution parasite macroscopique et qui peut être problématique pour deux choses. Donc, dans un premier temps, pour la stabilité, puisque ces modes non hydrodynamiques peuvent collisionner de manière destructive avec les modes physiques, et également parce que lorsque ces modes non hydrodynamiques vont traverser une transition, ils vont se projeter, ils vont générer de la production de bruit parasite et de vorticité parasite. Alors donc là, une chose à retenir, c'est que ces modes non hydrodynamiques doivent être filtrés dans une simulation de manière à avoir une simulation plus stable et plus précise. Et c'est donc un des principes de la régularisation que je vais vous présenter maintenant dans la troisième partie de ma présentation. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de la régularisation, puisque ça demanderait beaucoup plus de planches et beaucoup plus de temps. Mais la régularisation, en gros, c'est une méthode, donc c'est une modification du schéma que je vous ai présenté, donc le schéma BGK, où en fait, avant chaque étape de collision, on va décider de reconstruire les fonctions de distribution, c'est-à-dire on va les régulariser. On va les reconstruire comme une somme de fonctions à l'équilibre, dont on connaît la forme explicite, et un terme hors équilibre qu'on va écrire comme FI1. Alors ensuite, différentes méthodologies diffèrent selon la manière dont on va décider de reconstruire cette partie hors équilibre FI1. Alors ici, je vous cite plusieurs approches. Donc, sans rentrer dans les détails, on a les approches qu'on appelle PR pour Projected Regularization, RR pour Recursive Regularization, où en fait, on va reconstruire FI1 en utilisant la donnée du champ de vitesse et la donnée du tenseur pi, pi étant le moment d'ordre 2 de la fonction de distribution. C'est une variable qui est indépendante, une variable supplémentaire aux variables de densité et de champ de vitesse. On peut également définir ce qu'on appelle un modèle à full reconstruction, donc reconstruction complète des fonctions de distribution, où on va définir cette fois-ci les fonctions de distribution hors équilibre, enfin on va les calculer par la donnée uniquement du champ de densité et du champ de vitesse. Donc on ne va plus utiliser la donnée du tenseur d'ordre 2. Et on peut également définir ce qu'on appelle un modèle hybride, donc HRR pour Hybrid Recursive Regularization, qui va être en fait une combinaison linéaire du modèle RR et du modèle FR avec un paramètre sigma ici.
Alors, ce qui est intéressant dans ces approches, c'est qu'on peut montrer mathématiquement que le nombre de modes restants, enfin, que en fait, ces approches vont filtrer les modes, certains des modes non hydrodynamiques que l'on a vus dans les analyses précédentes, et le nombre de modes restants va être exactement égal au nombre de variables impliquées dans la reconstruction des fonctions de distribution. Donc, notamment pour les deux premiers modèles, on utilise 6 variables, donc la connaissance du champ de densité, les 2 variables de vitesse et les 3 variables du tenseur d'ordre 2. Donc 6 variables, ce qui va nous permettre de montrer qu'il existera 6 modes dans une simulation. Pour le modèle FR, on utilise la donnée uniquement de 3 variables, ce qui va nous permettre de montrer qu'uniquement 3 modes vont subsister. Et enfin, pour le modèle HRR, donc puisque c'est une combinaison de ces deux derniers modèles, on aura 6 modes qui vont rester. Et donc, on peut valider cela si on effectue ici donc, des analyses linéaires de ces différents modèles. Donc, je vous présente ici pour un nombre de Mach égal à 0,3. Et on voit effectivement que pour les modèles PR, RR et HRR, donc avec une valeur de sigma, donc le coefficient linéaire entre les deux modèles, une valeur de sigma de 0,98, on voit qu'on a pour ces trois modèles 6 modes qui sont conservés, alors que pour le modèle FR, à reconstruction totale des fonctions de distribution, on n'a plus que 3 modes, donc c'est-à-dire qu'on a filtré l'ensemble des modes non hydrodynamiques pour ne conserver que des modes hydrodynamiques. Donc on a vu ici une propriété très intéressante de la régularisation, qui est la propriété de filtrage de modes, d'une partie de ces modes non hydrodynamiques. Et donc ceci est très intéressant donc, pour les deux problèmes que je vous ai mentionnés en introduction, donc notamment le problème de génération de bruit parasite à la transition. Donc, je vous présente ici le même cas de vortex qui traverse la transition de résolution, donc à gauche avec le modèle BGK et à droite avec le modèle HRR. Et en fait, on voit que le modèle HRR ne génère pas ou presque pas de mode non hydrodynamique, ce qui fait que ce vortex passe relativement bien la transition, contrairement au modèle BGK. Ensuite, puisqu'on a filtré les modes non hydrodynamiques, la stabilité peut être augmentée, peut être améliorée. Donc, ce que l'on voit ici sur le cas du vortex, qui est instable à Mach 0,3 et qui devient stable lorsqu'on utilise le modèle HRR pour régulariser les fonctions de distribution. Alors enfin, sur ces approches régularisées, en fait, malheureusement, cette amélioration ne se fait pas sans contre-coup, puisque si on regarde cette fois-ci les courbes d'atténuation ou d'amplification de chacun de ces différents modèles, on va en fait s'apercevoir qu'on a des propriétés très très différentes et très différentes de ce qu'on a vu avec le modèle BGK. Puisque l'on voit par exemple que pour le modèle PR, on a l'onde en rouge ici, qui est une onde de cisaillement, qui va être très fortement amplifiée. Donc ce modèle est instable. Alors que le modèle RR, le modèle HRR sont eux stables, mais plus dissipatifs que le modèle BGK, en tout cas pour l'onde de cisaillement ici sur le modèle RR. Et le modèle FR, lui, est très dissipatif, ce qui fait qu'il ne va jamais être utilisé en pratique. Enfin, il n'est en tout cas jusqu'à présent jamais utilisé, même s'il filtre en fait tous les modes non hydrodynamiques. Donc c'est pour ça qu'en fait on utilise plutôt en général le modèle HRR, donc qui va être une combinaison linéaire du modèle RR et du modèle FR, pour avoir en gros l'avantage de ces deux modèles, donc c'est-à-dire le modèle FR qui va filtrer tous les modes non hydrodynamiques et le modèle RR qui est lui moins dissipatif que le modèle FR. Alors, en conclusion de ces travaux, on a vu que les analyses linéaires au sens de von Neumann peuvent prédire de manière tout à fait correcte de nombreux comportements numériques des méthodes Lattice-Boltzmann. Donc, ces erreurs numériques sont dues principalement ou essentiellement aux erreurs de discrétisation spatio-temporelle. Donc, en fait, si je retrace ici le schéma, donc le passage de l'équation de Boltzmann à la DVBE puis à la LBM, nos problèmes se situent essentiellement lors du passage de la DVBE à la LBM. Alors ici, ce que je dis, ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, on s'aperçoit quand on regarde la littérature que de nombreux papiers travaillent sur le passage de l'équation de Boltzmann à la DVBE en utilisant des outils valables en continu, donc dans des approches continues, pour essayer d'interpréter le comportement d'un code LBM, alors qu'en fait, on s'aperçoit ici que la plupart ou tous nos problèmes sont en fait issus de cette discrétisation spatio-temporelle.
Ensuite, on a vu qu'on a des modes non hydrodynamiques qui sont en fait spécifiques à la LBM, puisqu'ils sont en quelque sorte hérités de la vision cinétique, la vision de Boltzmann d'un fluide. Et ils sont problématiques en LBM, puisqu'ils sont source d'instabilité, source de bruit parasite. Et on peut également déduire que si on ajoute plus de vitesse à notre lattice, on aura plus de modes non hydrodynamiques, ce qui va causer plus de problèmes de stabilité et plus de problèmes de phénomènes parasites. Et donc, dans ce contexte, les schémas régularisés sont intéressants pour filtrer ces modes dans une simulation, mais cela se fait malheureusement au coût d'une dissipation qui est imprévue, donc parfois une antidissipation pour certains modèles, donc certains modèles sont trop dissipatifs pour être utilisés. Et donc, le sujet de travaux de recherche actuels en LBM est notamment de trouver les origines de ces problèmes et éventuellement trouver des solutions à ces problèmes de dissipation des modèles régularisés. Donc, je vous remercie de votre attention. Je vous laisse ici quelques références de travaux que j'ai évoqués durant ma présentation et je suis disponible si vous avez des questions.